Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 3 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres qui sont tombés notamment aux États-Unis et puis des résultats sur le CAC 40 aussi qui ont bien impacté les marchés. Et puis enfin, après les résultats d'entreprise, les entreprises aussi qui ont été un peu survendues, un peu massacrées ces derniers temps et qui je pense, devraient redevenir intéressantes à acheter. Alors un petit point sur les chiffres, on a eu notamment des chiffres très importants aujourd'hui sur le salaire moyen horaire aux États-Unis qui est ressorti un peu moins élevé que prévu, puisqu'on a eu un plus 0,2% alors qu'on s'attendait à plus 0,3, hein. Donc on a une baisse un peu de l'augmentation des salaires aux États-Unis, c'est plutôt une bonne chose. Les créations d'emplois non agricoles aussi qui était à plus de 300 000 hein, le mois dernier, 243 000 espérés et 175 000 finalement sur les stats d'aujourd'hui. Donc c'est quasiment divisé par deux. Et là aussi, c'est des chiffres très forts qui montrent le ralentissement enfin de l'économie américaine. Et le chômage, on était à 3,8. On espérait encore 3,8 et on ressort à 3,9. Donc là aussi, augmentation du chômage, baisse de l'augmentation des salaires aux États-Unis, baisse des créations d'emplois. Donc on a véritablement un marché de l'emploi américain qui commence à se tasser et à se réduire. C'est une bonne chose. Pourquoi? Pour enfin baisser l'inflation, arrêter d'avoir des prix qui augmentent et peut-être que la Fed, la Banque fédérale américaine dirigée par Jérôme Powell, va enfin baisser les taux, hein. On sait qu'il était un peu entre deux. Il n'a pas décidé de baisser trop tôt tant qu'il n'a pas une inflation qui se rapproche des 2%. Il a quand même augmenté un peu le rachat d'actifs par rapport à ce qui était prévu hein, sur les marchés. Donc ça coupait un peu la poire en deux. Mais ces chiffres-là vont dans le bon sens pour enfin battre l'inflation aux États-Unis et permettre un peu moins de pression sur les entreprises en baissant les taux directeurs pour le refinancement des banques et des entreprises. Donc, a priori, ce serait plutôt une bonne chose, mais on sait que ça va mettre encore beaucoup de temps hein, pour avoir un impact sur l'économie réelle, sur les prix, qu'on le voit sur les qu'on le voit enfin en réel, hein, pas sur des chiffres, pas sur des données, mais que ce soit sur son bulletin de salaire ou au supermarché, il va falloir encore plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'enfin ça baisse et que la Fed prenne sa décision. Il faudrait peut-être la prendre un peu maintenant parce que tous ces chiffres-là vont mettre encore beaucoup de temps. Et le jour où on va avoir une inflation qui sera autour de 2%, on aura peut-être aussi un problème au niveau de l'économie avec un ralentissement global et il aurait fallu peut-être se bouger un peu plus tôt. Mais ça, c'est comme d'habitude avec la Fed qui décide de voir uniquement ce qu'elle veut voir. Voilà, on va, avant de commencer, comme d'habitude, les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les matières premières. Le pétrole, il n'y a pas véritablement de changement, hein. On est toujours un peu plus bas que dernièrement, mais on se retrouve à aller plutôt vers la moyenne autour des 80 dollars. On a toujours un pétrole très haut, très cher, hein. C'est relativement important. Et les chiffres sur les États-Unis ont montré la possible baisse de la demande ces prochaines semaines. Donc, le pétrole devrait lui aussi ralentir. Alors, on est toujours très haut, donc là, c'est pas vraiment un ralentissement, c'est plus éviter d'être en surchauffe et d'aller taper des prix très hauts sur le pétrole. Donc, euh, toujours très favorable hein, aux pétrolières et parapétrolières, mais pas d'explosion et de prix qui s'envolent sur ce type de matière. Le cacao, on a la confirmation, hein, aujourd'hui, ça bouge quasiment pas. On a méché un peu vers le bas. Ça, c'est le graphe d'hier. Donc on est quasiment sur les mêmes niveaux. On a la confirmation de la fin probablement de la spéculation sur le cacao avec les chiffres qui vont arriver hein, sur les comptages de fleurs des cacaotiers, donc une normalisation sur le prix du cacao. Il faudra encore des chiffres très mauvais hein, pour qu'on ait une relance haussière. Il y a peu de chances à ce stade, mais bon, c'est toujours une idée possible. Mais moi, je ne la tenterai pas. Je pense que la hausse, la spécu, elle est passée sur le cacao et maintenant, on pourrait éventuellement avoir des gros rebonds et des gros pourcentages toujours sur une idée
de sous-vague dans une vague, mais la grosse vague et la grosse tendance maintenant, elle est un peu au retour à la normale sur le cacao. Et puis on a le platine qui est super intéressant avec cette alors en retard par rapport à pas mal de métaux, hein, de métaux précieux, terres rares, qu'on cette année en 2024 explosé. C'est un peu les mêmes configs qu'on a avec les plus hauts de plus en plus bas. Cette figure ici avec la volatilité qui baisse, les plus bas de plus en plus haut. Donc on a véritablement un tassement du cours et puis la tentative de sortie ici avortée. La deuxième aujourd'hui, hein, on mèche dessus au-dessus ici de cette oblique. On a le rassemblement de toutes les moyennes qui sont quasiment plates et prêtes à repartir. Le platine, hein, avec la demande qui va augmenter aussi, fait des tentatives de sortie et devrait obtenir très rapidement son retournement long terme, hein, en allant chercher la première résistance ici sur les 1039 et puis plus tard, probablement dans le courant de l'année ou à la fin d'année, les 1172, comme on a vu sur l'or, comme on a vu sur le cuivre. Donc le platine, ça me semble plutôt très favorable à acheter maintenant. On a des gros signaux de force. Si on revient à casser les 900 ou les 850, ce sera un scénario qui sera caduque, mais a priori on se dirige plutôt vers une belle explosion du platine, donc super favorable sur cette valeur-là. Et l'or qui consolide gentiment, on a éventuellement un petit support ici sur les 2230, hein, qui serait possiblement à acheter pour une construction. Donc on a fait déjà près d'un peu moins de 20%, hein. Ouais, environ 20%, ça dépend où on prend exactement le départ, hein, sur l'or en un peu plus en un mois et demi. Maintenant, on va consolider gentiment, mais il y a des chances quand même que qu'au moins ça reste, ça construise et éventuellement ça reparte à nouveau vers les 2430, hein, le nouveau plus haut historique de l'or. Là, on voit bien qu'on est quand même monté assez haut dans une phase de consolidation, mais cette phase de conso, elle est pas très forte par rapport à ce qu'on a gagné, donc ça reste toujours. Le signal donné sur l'or, c'est qu'on en a encore besoin, que ça reste une valeur refuge avec les problèmes de géopolitique qu'on a à droite à gauche. Et donc plutôt intéressant le jour où l'or finit sa conso, commence à se stabiliser sur un support, bah, d'en prendre éventuellement pour aller jouer les prochaines semaines. Donc toujours favorable sur l'or. Et on va regarder le CAC 40. Alors le CAC 40, on va le regarder aussi en minutes. Euh, pas en secondes. Hop. Pour voir que les chiffres qui sont arrivés à 14h30, hein, sur ce qu'on disait en début de vidéo, sur salaire moyen horaire, création d'emplois non agricoles et chômage notamment, c'est pas passé inaperçu, mais on se retrouve presque avec un coup d'épée dans l'eau. Alors on a l'ouverture du CAC qui se trouve ici, ce matin. Donc léger gap, hein. On ouvre à 0, plus 0,3, on revient un peu. On fait un beau début de journée, hein, on gagne quasiment 0,6. Et puis à 14h30, les chiffres tombent et là on explose. On monte à plus de 1%. Et finalement, ça tient pas. Et c'est plutôt vendu en cours et en fin de séance pour se stabiliser finalement et revenir au niveau où on était juste avant l'explosion et les annonces des chiffres de l'emploi. Donc il faudra voir un peu comment ça se matérialise aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis on a ouvert assez haut et pour l'instant ça semble tenir. On verra en fin de journée, mais c'est quand même des chiffres qui devraient plaider pour une hausse des actions, pour tout ce qu'on a dit avant sur notamment la Fed, hein, et les taux directeurs, avec enfin un marché de l'emploi qui va un peu plus bas. Alors on va revenir hop, en journalier pour voir qu'on est encore sur l'oblique, hein, l'oblique long terme ici sur le CAC, euh, avec le plus bas, hein, du mois d'octobre, le début de retournement sur le CAC. On est en train de le jouer ici. Toujours sous les 8100, on dépasse pas le plus bas qu'on avait fait, notamment le 16 avril.
Donc on est un peu entre deux et on voit que les marchés hésitent beaucoup et ont du mal à se placer. On le voit avec les chiffres notamment, hein, avec la grosse explosion et suivi de la baisse. On va le voir aussi avec d'autres valeurs, notamment sur les bancaires, qui là aussi ont du mal à choisir leur sens. Alors, on va faire un petit point sur, avant les bancaires, les grosses variations, hein, du CAC. Enfin, il y a les bancaires dedans. Juste les performances, et qui a du mal à tenir, hein. On avait noté ce 96 et quelques. Moi, je suis pas fan de téléperformance. Il faudra encore des bonnes nouvelles et puis continuer d'augmenter pour déjà combler le gap sur les 109, hein. À partir de 110, on pourra se dire peut-être que le plus dur est passé. Ça fait quand même plus de 10%, hein, de gains éventuellement partis, mais ça reste extrêmement risqué, je pense, malgré les signaux qui sont plus des rebonds, hein, qu'actuellement que des signaux positifs sur Téléperformance. Donc, si on veut investir dessus, je pense qu'il est plus prudent d'attendre. Et il y a d'autres valeurs qui peuvent être aussi spéculatives, qui semblent peut-être un peu plus sûres. Edenred aussi, c'est un peu les mêmes dispositions que Téléperformance. C'est une valeur qui a été énormément massacrée. Est-ce qu'on a vraiment des signaux positifs? Alors on a cette mèche, hein, intéressante avec ce gros chandelier, mais finalement derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah rien. On n'arrive pas à aller plus bas que la mèche et que un peu les rachats et les mouvements de panique sur ces niveaux-là, au niveau des 42. On n'est pas plus haut que la résistance à 47 et le niveau sur lequel on a acheté. Donc on est entre ces deux niveaux-là et il se passe rien. On n'a pas de signaux intéressants sur Edenred, que ce soit pour nous dire le titre va continuer à descendre ou alors enfin on va commencer à remonter et à valoriser un peu mieux la société. Pour le moment, c'est plutôt entre deux, donc c'est du zigzag qu'il faut mieux éviter de trader ou alors vraiment en court terme, hein, en journalier ou en intraday. Sinon, les zigzags comme ça sont pas vraiment très intéressants pour du moyen terme. Et on va regarder donc les bancaires. Avec les trois bancaires, on avait la BNP, qui est quasiment sur ses plus hauts historiques, hein, qui fait une, un beau début d'année, hein, parce que le début d'année, il est où? Hop, il est là. On a perdu un peu, mais on est bien revenu, on est positif par rapport au 1er janvier, on est sur les plus hauts historiques. Et on est toujours haussier sur la BNP. Et alors la BNP, elle n'a pas donné les résultats, hein. C'est Crédit Agricole et Société Générale. On va juste regarder quand même le graphe sur la BNP pour voir qu'on se situe quand même sur les plus hauts et toujours dans une tendance haussière. Et on va s'intéresser plus particulièrement à Crédit Agricole qui, elle, a annoncé ses résultats. Alors les résultats étaient également supérieurs aux attentes, hein, notamment sur les produits nets. On était à 6,52 espérés, on fait 6,80, hein, en milliards. Donc plutôt intéressant. Et là aussi, on voit que les marchés hésitent. Pourtant, les prévisions sont bonnes sur le Crédit Agricole. On est même a priori en avance d'un an par rapport aux objectifs, hein. Les objectifs 2025 pourraient être faits en 2024. Donc plutôt intéressant, plutôt super fort. Et là aussi, on retrouve le Crédit Agricole sur ses plus hauts historiques, avec un marché qui hésite, qui nous fait une mèche haute, un chandelier rouge, malgré un léger gain de 1%. C'est pas forcément quelque chose qui incite à rentrer quand on a ce genre de chandelier. Euh, sur le Crédit Agricole, on devrait quand même, on a quand même pas mal d'analystes et d'investisseurs qui sont toujours favorables et à l'achat. On attend aussi la décision de la BCE, hein, pour éventuellement baisser les taux et voir comment les bancaires pourraient l'interpréter. Moi, je trouve que ce serait quand même plutôt une bonne chose, mais il faudrait que ça arrive assez rapidement parce que si on a encore un ralentissement
et que l'économie tourne au ralenti, les bancaires vont forcément en pâtir aussi, donc il faudrait être plutôt proactif sur ces niveaux-là, plutôt que faire ce que fait la Fed et attendre des résultats avant de commencer à changer les choses qui vont mettre des mois à venir. Et la Société Générale, voilà l'exemple hein, d'un marché qui hésite vraiment, qui ne sait pas trop. Alors là aussi, on a eu des chiffres sur la Société Générale qui étaient mieux que prévu, hein, notamment sur les chiffres de performance où on espérait 6,45 toujours en milliards et on a eu 6,65 donc un peu plus. On ouvre largement haussier, hein. On était là, on ouvre à plus 4 sur la résistance, on va chercher plus 6 en cours de séance, plutôt en début, et puis après, boum, on vend tout et on finit à moins 5. Donc on a un chandelier qui englobe tout, qui est rouge, mais finalement qui donne pas vraiment de sens. Alors plutôt, plutôt négatif quand même, parce qu'on a des résistances qui ont déjà, on le voit, depuis un moment, hein, fait leur office. Alors là, on le casse un petit peu, mais la sanction du marché, après, elle est énorme. On le voit, les volumes, hein, énormément tradés aujourd'hui. On revient sur support, on revient un peu proche de notre support à 23,93. Hein. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Hein. La BNP, on l'avait mis avec ce petit dessin. Hop, la montée, le retour autour des 23,93 et puis la grosse performance. Maintenant, ce chandelier-là, il est un peu ennuyé. Donc, il faudrait voir comment on construit après sur la Société Générale qui, elle, a des prévisions peut-être un peu moins optimistes que le Crédit Agricole, mais qui continue de battre les attentes, notamment sur les chiffres d'affaires. Hein. Donc, et qui n'est pas sur ses plus hauts historiques, on le voit, hein, le plus haut il est là sur les 32 sur la Société Générale, alors que les deux principales, hein, BNP, Crédit Agricole, elles sont déjà au-dessus. Donc à voir si on pourrait avoir un rattrapage ou pas, mais pour l'instant, ce que nous indique plutôt le marché, c'est qu'elle ne croit pas trop en la Société Générale, qui est moins valorisée que ses concurrents sur leur plus haut et qui a du mal à passer ce cap des 27 euros. Donc le jour où peut-être on a un signal fort au-dessus de ces 27 euros, on pourra espérer avoir la Société Générale qui retrouve ou qui aille tester ses plus hauts, mais pour l'instant, on est en mode peut-être pas encore échec parce que même si on a un triple échec ici sur ces niveaux-là, ce qui est intéressant c'est ça, hein, c'est la courbe blanche avec les rachats de plus bas, de plus en plus haut. Donc tant qu'on a cette courbe-là qui tient, à peu près par là, hein, tant qu'elle n'est pas cassée franchement, on peut espérer toujours aller vers le haut sur la Société Générale. Pour l'instant c'est pareil, c'est plutôt en mode attente et, euh, et observation. Alors on va regarder aussi Air France. On le sait, il y a beaucoup de fonds en vente à découvert sur Air France. Mais dernièrement, ça a commencé à se racheter. On le voit là au mois de mars, on a eu un pic. Et puis finalement, durant le mois de mars, la vente à découvert, hein, plus de 7% hein, sur le titre. C'est énorme. C'est énorme. Quand on commence à dépasser les 2-3%, c'est beaucoup. Là, on était à plus de 7%. Et finalement, le cours de bourse a arrêté de chuter. On est revenu sur des supports. On a eu les résultats hein, il y a quelques jours, c'était en début de semaine sur Air France. Et les résultats n'étaient pas terribles hein, sur Air France. Mais le cours a été tellement dégradé que finalement on était sur des plus basses. Ça n'a pas franchement dégradé encore plus le cours hein, qu'on voit ici. On va le revoir en graphe après. Et la VAD, aujourd'hui, elle représente moins de 6%. Alors, il y a encore beaucoup de fonds. Ce qu'on attend, c'est qu'ils se rachètent encore plus, qu'on ait moins de VAD sur le titre et que le cours explose. On n'en est pas encore là. On va le regarder en graphique. Voilà, donc là, on avait les résultats hein, en début de semaine et finalement, on voit, malgré des résultats plus que moyens, on a quand même un trafic aérien qui est important. Alors Air France, ils ont pas mal de dettes également, mais cette dette, elle commence à être bien gérée depuis ces dernières années. Et le Covid qui leur a fait très mal,
est en train d'être épongé en partie. On avait cette figure aussi d'épaule tête-épaule avec la cassure qui nous fait aller vers des plus bas, mais là on a un début de réaction qui est plutôt intéressant pour moi. À court terme, on commence à aller taper les moyennes mobiles les plus courtes, donc celle à 20 et 50. On a toujours un peu cette résistance autour des 10,16 en gros, hein. On a tenu qu'une journée, on le tient jamais 2 jours, mais on a une grosse période d'accumulation ici depuis un moment. 1er mars, donc tout mars, tout avril, ça fait plus de 2 mois que le cours finalement est en train de faire un socle, hein, sur ces niveaux-là pour peut-être repartir. Ça, c'est peut-être encore un tout petit peu trop tôt pour acheter du Air France, mais les signaux sont quand même intéressants. Il nous manque peut-être le pic de volume avec le gros chandelier vert qui nous dit ça y est, c'est parti, quelque chose comme ça avec un gros pic de volume et puis un maintien au-dessus des 10-16 et puis une autre journée au-dessus. Et là, je pense qu'on aurait un signal d'achat intéressant, hein, si on a également des volumes. Euh, c'est plutôt favorable quand même, je pense, toujours en surveillant les ventes à découvert. S'il y a d'autres fonds qui viennent se mettre dessus, ça va être un peu plus compliqué, mais là, on est plutôt parti pour oublier. On est quand même descendu très bas, hein, sur Air France. Je pense que c'est durant le mois de mai, on aura potentiellement un signal avec une éventuelle progression du titre, hein, parce que là on est quand même assez bas. Si on revient juste sur les plus hauts, hein, qu'on a eu à fin d'année dernière, on est à 38%. Donc c'est énorme et c'est loin d'être inimaginable. Alors ça mettra du temps, ça va pas remonter en V. Mais sur le secteur aérien qui est vraiment en pleine bourre, hein, on bat régulièrement des records qu'on avait avant Covid, donc tout ce qu'on a eu avec les fermetures et les confinements sont déjà effacés et la plupart du tourisme et puis des secteurs en relation avec les voyages sont en train d'exploser aussi. Donc Air France, ils devraient en bénéficier, même s'ils sont un peu endettés par rapport à d'autres valeurs. Je pense qu'il faudra toujours surveiller cette valeur-là et se mettre dessus assez prochainement quand on aura des signaux un peu forts qu'on n'a pas encore. On a également, on parlait de la Chine, hein, hier, confirmation sur Alibaba. Alibaba qui a pareil, cassé un peu, a eu un support sur ces niveaux-là. Et ça ressemble aussi un peu à Air France et ce qu'on peut espérer sur Air France avec toute cette période d'accumulation où finalement il y a plus de vendeurs et puis derrière on retrouve les moyennes les plus courtes et puis dernièrement ce beau chandelier d'hier et aujourd'hui on est en train de confirmer au-dessus de la moyenne à 200. Retournement il n'est pas encore là mais on le voit sur Alibaba, hein, qui a énormément dégradé. Bah il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus rien, ils sont tombés tellement bas que ça devient des opportunités intéressantes et que le retour et l'avenir, il est plutôt vers le haut sur Alibaba. Alors on a encore pas mal de résistance autour des 82, 85, mais on a le marché chinois qui donne quand même des signes de reprise. Et Alibaba qui a énormément décoté pourrait aussi être intéressant. Alors le travail, pareil, sur Alibaba, il va pas se faire probablement en V comme ça. Il y aura peut-être un échec ici, un retour et un travail dans cette zone-là avant de repartir. Et une petite phase de congestion, hein, qu'on pourrait avoir ici. Donc un travail, hop, à nettoyer un peu. Donc un travail comme ça entre ces deux obliques. Et puis le jour où on revient cassé avec la moyenne à 200, toujours en support. Donc durant le mois de mai, peut-être ou le mois de juin, Alibaba pourrait aussi confirmer son renouveau. Avec toujours aussi l'idée IA, hein, intelligence artificielle et évidemment e-commerce. Mais ça semble aussi enfin sortir du marasme, hein, sur Alibaba. Donc on a fait la première étape aujourd'hui. La deuxième étape, c'est quoi? C'est des échecs sur résistance et des constructions, des congestions. Et la dernière étape, c'est ces cassures de congestion qui donnent véritablement un signal d'achat pour se placer. Donc ça, c'est une valeur intéressante à suivre. On a également Apple. Apple, j'en parlais hier. Les résultats ont été très appréciés et achetés. Donc voilà, on est sorti de cette phase de congestion. On casse l'ancienne résistance
ici sur les plus hauts de 2022 autour des 180 $. Mais on revient pile sous l'oblique ici, donc pour nous signifier quand même que tout est pas vert sur Apple. On a signifié la fin de la baisse, mais le retour un peu au travail, et puis ici sous cette oblique, ce qu'on attend maintenant sur Apple, c'est ça, bah, c'est un travail ici dans cette phase de congestion, qu'on reste au-dessus du support, qu'on n'aille pas combler le gap, hein, le gap qui a été créé ici et qui était plutôt énorme. Hop, on gagne quand même 6%. Donc on a gagné plus, hein, en début de séance. Donc ce qu'on attend, c'est ça, c'est de maintenir le gap, si possible maintenir le support à 180. Et puis quand on vient casser ici cette oblique là, bah, c'est un renouveau sur Apple pour à minima jouer la résistance sur les 200, hein, les 197, et peut-être encore plus après si le marché est favorable. Donc c'est ça maintenant qu'il faut surveiller sur Apple. Toute cette phase ici de travail en congestion au-dessus du support. Et on a également Intel, toujours au Nasdaq. Pourquoi Intel? On le voit, on va le regarder juste ici depuis le plus haut. On est tombé jusqu'à moins 40%. 40% de la valeur en 4 mois. C'est monstrueux, hein, 40% de la valeur qui disparaît en 4 mois. Alors on avait beaucoup monté, hein. Mais Intel, c'est plutôt un secteur clé et un secteur qui a le vent en poupe, hein, le secteur informatique, technologique et intelligence artificielle, le secteur du cloud, le secteur des serveurs, tout ça, ça explose un peu partout. Alors il y a eu ce beau retournement. Et derrière, je pense qu'on est un peu dans l'excès sur Apple. Alors on avait cette figure, hein, épaule, tête, épaule, qu'on a cassé. Donc derrière, forcément, on va certainement amplifier le phénomène et ne pas rebondir ici. C'est pour ça que j'étais assez négatif, moi, ici, sur les 37. Parce qu'on avait quand même une figure qui nous indiquait qu'il y aurait un risque d'excès. L'excès, on l'a eu. On est revenu ici, hein, sur les 30,5. C'est le plus haut du début de retournement. Toute cette phase ici qui a duré quasiment, quasi, peut-être pas 6 mois, mais pas loin. Pas aussi, plus de 6 mois, hein, si on compte vraiment le retour ici, parce qu'on était à 5 mois avant, ici au mois de mars. Et finalement, toute cette période-là, hein, avec le plus haut à 30,50, ben on revient les chercher. Peut-être un peu exagéré. On a aussi l'oblique sur les deux derniers plus hauts, l'oblique court terme. Le jour où ça casse, ça nous indique peut-être la fin de la baisse, la fin de l'excès, et peut-être un retour à la moyenne beaucoup plus haut, hein, sur Intel. On est aussi niveau 30, niveau RSI, donc on va oublier, mais le jour où on revient, ça pourrait arriver dès la semaine prochaine, hein. La MACD, on est super bas. Il y a tout qui est un peu pour se mettre sur la valeur, qui mérite probablement pas, hein, cette sanction. On a eu, c'était la division Foundry, hein, Foundry sur Intel qui avait coûté un peu d'argent dernièrement. Il y a quand même un potentiel énorme et je pense que le travail qui sera fait la semaine prochaine ici pourrait être acheté probablement. Donc on a une décote énorme, hein, sur Intel qui fait quand même partie des leaders. Et je pense que à court terme, on pourrait revenir rapidement sur les 38,7. Ce qui fait quand même un quart, hein, plus de 25% rapidement. Donc c'est ça qu'on jouera, je pense, très rapidement sur Intel. Puis on peut encore multiplier les indicateurs, hop, avec ces plus hauts ici. Mais je pense qu'on cassera avant, hein, avant l'oblique RSI. Il y aura un début de travail ici. Et toujours avec le support qui est assez proche. Donc ça, c'est intéressant. On a un support autour des 30. Donc si on veut investir, probablement la semaine prochaine, en début de semaine, on aura des niveaux qui nous permettront de sortir si finalement le rebond et la cassure ne se font pas. Si on a ce genre de scénario, c'est-à-dire on a un signal ici qui serait intéressant à acheter, et puis derrière ça casse, bah on sort, hein, sous les 30.
Par contre, si le scénario est validé et puis qu'on travaille et qu'on va comme ça un peu plus haut, ben on a potentiellement à aller chercher les 25%. Donc on a un ratio gain-risque largement favorable parce que si on achète ici, on aura allez, 4-5% peut-être. Alors 4-5%, ça reste important, mais là on est quand même dans une valeur qui est assez volatile avec des pourcentages beaucoup plus importants que d'habitude. Donc on peut se permettre d'avoir des stops qui soient pas à 1 ou 2 ou 3, mais plutôt sur les 4, 5, 6 pour aller chercher les 20-30% rapidement. Donc c'est ce qu'on surveillera aussi la semaine prochaine. Et puis on va faire les valeurs abonnées, il y en avait pas mal. Est-ce que ça doit être celle-là? Ouais, c'est celle-là. Alten. Alten, je crois qu'on en avait déjà parlé. Qui assure des niveaux. Par contre, on a à chaque fois des excès sur Alten et puis des niveaux support qui sont rachetés. Et puis là, on n'en est pas loin. Alors j'aimerais bien qu'on aille, parce que j'ai des tocs des fois, j'aime bien aller taper un peu les supports avant de rebondir. Là, elle semble déjà rebondir avant d'avoir tapé le support, c'est un peu énervant. Elle est à 30, 30,09, donc au-dessus. Attendre quand même peut-être la confirmation sur ces niveaux-là. Les 117,1 peut-être. Mais tant qu'on reste au-dessus, on est peut-être un peu dans l'excès, mais il y a encore une chance d'aller chercher plus bas. Donc tout ce travail-là sur Alten, à voir. On rachètera le support et puis on rachètera les 117,1 à la hausse. Si on y revient. Ça reste spéculatif pour moi, hein, parce que le marché a décidé quand même de le vendre. Donc, si on veut jouer les rachats, il faudra surveiller les stops et puis surveiller ça au jour le jour. Moi, j'attendrais plutôt une confirmation un peu plus longue en termes de temps, comme ça, et une cassure par là. Blackstone. Ah, c'est pas Blackstone, c'est BlackRock. Ah, BlackRock. Je crois que c'était BlackRock, hein. Je vais faire les deux, je me souviens plus ce qu'on m'a demandé. Allez, BlackRock, hop, c'est parti. Les supports, ils sont où? Sur BlackRock, on a un peu dégradé quand même. On pourrait se rattraper à court terme ici, c'est ce qu'elle a fait hein, sur les 740. Et puis elle confirme au-dessus de la moyenne à 200, donc ça c'est plutôt intéressant. Ouais, pour jouer le rebond court terme sur les 845, ça peut être pas mal sur BlackRock, en gardant l'idée que si on vient taper les 740 et puis qu'on tient pas la moyenne à 200, on va avoir quand même une figure assez dégradée à court terme. À moyen long terme, ça reste quand même favorable. Mais on a beaucoup de travail. Donc oui, peut-être acheter maintenant en court terme. Blackstone, ça ressemble un peu. Je sais pas si c'est une filiale de BlackRock. C'est un peu la même analyse hein, avec les 112. Donc là, on a rebondi juste avant. Il y a tout ce travail-là qui va se faire peut-être en range. Donc ça peut être intéressant toujours d'acheter le bas et puis de vendre le haut. Et puis le jour où on a une cassure forte, se remettre bah, dans le sens inverse, hein. Mais pour le moment, oui, ça reste plutôt intéressant. Quoique par rapport à BlackRock, ça semble un peu en retard. Peut-être attendre encore un chandelier ou deux vert parce on n'est pas en inversion de tendance là niveau MACD. Alors que sur BlackRock, oui, on a déjà un peu des signaux un peu plus positifs. Sur Katana, on a toujours la résistance à 5,18, ça passe pas pour le moment. Il faut attendre. Dassault Systèmes, euh, ça tient, on a ce chandelier là des résultats, hein. On est entre les deux, entre les plus hauts et les plus bas. On travaille tout ça. Pour moi, je suis toujours plutôt positif. Et puis les 37 là sont en train d'être travaillés.
On flirte aussi un peu avec les 30 niveau RSI, on en sort, on y revient, mais à terme, je pense que c'est ça hein, que va jouer le marché. C'est quelque chose comme ça, et puis une sortie vers le haut sur Dassault Systèmes. Donc là, on est peut-être encore un peu tôt hein, en anticipation. Moi, je me suis déjà placé, mais c'est une valeur qui est plutôt forte et qui devrait être demandée durant le courant de l'année. Donc sur Dassault Systèmes, toujours favorable. Et puis même si on revient sur les 34, là, faudra acheter. Sur FH, il y a un petit gap qui a été créé dernièrement. Elle semble vouloir aller le combler. Donc c'est plutôt favorable aussi sur FH. Hein. Il y a ce double échec sur la résistance à 100, 104 environ. Mais derrière on va pas perdre grand-chose. Hein. On rebondit sur le support autour des 98-100. Donc ça nous montre quand même une certaine force de la valeur. Et a priori, alors ça peut mettre du temps, c'est ça qui est un peu pénible, hein, ça peut faire ça hop, hop, pendant des mois avant de casser, mais a priori c'est des signaux de force quand même qu'elle nous montre. Et on serait plutôt enclin sur le long terme à être positif. Maintenant, l'achat maintenant est pas idéal hein, en court ou moyen terme. Que le souci était mieux ici hein, sur les 97,8. Mais en long terme, le prix va être un peu lissé, donc c'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Esso, ils ont réagi aujourd'hui. Ils sont toujours haussiers, Esso. Donc a priori, toujours positif. Mais si on regarde les indicateurs, on n'est pas rassuré hein, sur la séquence à venir, d'autant qu'on a commencé à taper un peu la moyenne à 20. Pour l'instant, elle a permis de réagir. Mais on a peut-être un peu entamé la bonne forme des sauts, hein, qui nous fait une Nvidia, c'est impressionnant. Donc ouais, on a déjà l'inversion de tendance, on commence à retrouver les listes rouges. Ce qu'on risque de voir sur SO, c'est ça, hein, hop, 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 une descente un peu en escalier. Et il faudra peut-être s'attendre à ça du court terme avant de revoir le titre repartir, d'autant qu'on a vu que le Brent hein, était plutôt un peu, même s'il est toujours très haut, aller vers le bas. La Française de l'énergie, je crois qu'ils ont annoncé des obligations, hein, donc une nouvelle émission d'obligations, c'est jamais positif. C'est pas très bon. On est toujours sous les 36,2, donc à ce stade, il n'y a rien à faire. Le jour où on revient au-dessus, peut-être, oui, sera intéressé à la valeur. Pour le moment, ça reste vendu par le marché, donc on attendra. L'Oréal, il n'y a rien à faire. On est toujours dans cette phase de travail ici. Bah, il y a eu du dividende, donc tout est un peu décalé. Il faudra que je retrace. Gap haussier, on est en train de le tenir, donc ça c'est plutôt intéressant et positif. Hein. On tient le gap ici, entre les 418 et 424. Il faudra quand même sortir hein, de cette phase ici de congestion qu'elle nous a montré pour peut-être repartir à l'achat, mais on a une grosse résistance sur les 453 qui pour l'instant peine à repartir. Là aussi, le marché chinois, notamment si on a une reprise un peu plus forte en Chine, bah, le luxe, comme L'Oréal, devrait repartir fort. Mais on peut avoir, si le marché chinois traîne, bah, toute cette période, où il va se passer rien du tout hein, en range entre les 417 et les 450 environ. Donc on attendra des signaux forts hein, probablement du marché chinois. Pandora. Pandora, j'ai rien tracé. Pandora, c'est plutôt impressionnant ce qu'elle nous fait ici depuis 2022. Maintenant, alors je l'ai pris là au Nasdaq. Hein. On doit avoir d'autres marchés un peu plus intéressants. Euh, les volumes sont assez moyens sur Pandora. Ça a été bien racheté, on le voit fin de rentrée 2022 et puis un peu après. Mais depuis là, la grosse montée, on n'a pas d'explosion. Et on risque d'avoir une période où il va pas se passer grand-chose. Donc c'est toute cette période-là hein, où on observe et on attend que le marché nous signale quelque chose à la hausse ou à la baisse. Realty Income, ah, c'est pareil, il y a eu plein de dividendes. Hop.
c'est assez moyen, hein, Realty Income. On tente des petites sorties, des faux départs à chaque fois. Hop, on va tracer ça. Alors là, dernièrement, à court terme, c'est plutôt favorable, hein, c'est ce faux départ, ce retour sur support à 50, cette nouvelle cassure, mais tant qu'on reste, on va dire, allez, sous les 56-58, la tendance, elle est toujours à la construction pour Realty Income. Donc, on va avoir pareil un travail ici qui peut être intéressant. Mais il faudra casser par le haut pour aller chercher les 68 à long terme ou moyen terme, hein. Donc, c'est tout ce travail-là qui va se faire avant. Entre éventuellement, hein, si on a. Alors, surtout, peut-être surveiller cette oblique-là, l'oblique rouge. Si on y revient, ça peut être acheté, mais il faudra pas réenfoncer et puis revenir en dessous. Donc surveiller l'oblique, se maintenir au-dessus, et puis le travail qui sera fait, si on a des signaux, oui, ça pourrait s'acheter. Mais ça demande encore pas mal de temps, je pense, avant de lancer une vraie séquence intéressante en termes de temps et d'intensité. Rémi Cointreau, on l'avait déjà fait, hein, c'est comme Pernod Ricard. Swatek. Swatek aussi, on l'avait fait. Non, on l'avait pas fait, je m'en rappelle plus. Swatek. Voilà, le secteur des semi-conducteurs un peu en bas de cycle, hein, donc plutôt attendre. Là, on a des signaux assez mauvais sur pas mal de valeurs. On attend une reprise un peu plus forte qu'on n'a toujours pas. On a des gaps baissiers, on est très loin de toutes les moyennes, donc tout ce travail-là, je pense, c'est un peu anticipé parce qu'on peut avoir un début de reprise sur Swatek, mais avoir aussi une continuation de la baisse. Donc les signaux sont pas très intéressants pour le moment sur la plupart des semi-conducteurs et plutôt privilégier ceux qui sont plus forts, hein. Notamment Swatek, on le voit, ça a été largement vendu. Il y a d'autres valeurs des semi-conducteurs qui sont plus intéressantes. Stellantis. Elle est revenue sur les 20,49, elle les a cassés, donc elle signale véritablement, hein, sa faiblesse. Donc c'est cette zone-là, hein, qu'on ira peut-être chercher les 17,67 sur le bas de l'oblique ici, hein, sur Stellantis. Donc attendre encore la fin de consolidation et peut-être de dégradation. Mais là, on a juste consolidé, hein, sur Stellantis, voir comment le marché auto évolue. Mais pour le moment, sur Stellantis, il faut attendre la fin et retrouver un peu des indicateurs un peu plus enclins à aller vers le haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est sous les 30 niveau RSI. On est en mode consolidation au niveau de la MACD. Donc, cette zone-là, on va certainement aller la jouer. Peut-être que là, ça redeviendra intéressant sur Stellantis. STM, donc c'est pareil, hein, secteur des semi-conducteurs qui a du mal, mais on voit ça a un peu moins de mal, par exemple, que Swatek. Donc STM, ils sont un peu plus gros, hein, forcément, ils sont en CAC 40. Mais on n'a pas aussi les signaux de reprise sur STM. Donc même cette oblique-là, hein, sur les plus bas, on vient de la casser à la baisse. On a eu, hein, une légère reprise, et puis on est repassé en dessous. Donc tout ce travail-là, hein, il nous signale pour l'instant un signe de faiblesse. Le jour où on revient au-dessus de cette oblique verte, et qu'on travaille ici, au contact de toutes les moyennes, hein, qui sont rassemblées, et puis dans une petite phase de congestion, là, ça sera un signal qui peut-être nous incitera à acheter, et puis le véritable signal d'achat, on l'aura le jour où on viendra casser ici cette zone-là, hein, autour des 42 peut-être. Mais pour le moment, on ne l'a pas, donc on pourrait avoir encore une valeur qui a du mal. Donc c'est pour ça qu'on va éviter d'acheter maintenant, parce qu'on aura peut-être un nouveau sur les 35, et puis ces zones-là à acheter, hein. Sur cassure de résistance, Trigano, et elle revient sur des niveaux intéressants en termes d'investissement. Trigano, hein, on le voit, à chaque fois, elle revient chercher sa moyenne à 200, son oblique long terme, et là, elle en est assez proche. Les moyennes sont toujours plutôt haussières depuis le mois de septembre ici 2023, donc c'est plutôt favorable aussi. Ça peut être intéressant d'acheter Trigano avec l'idée, ce serait ça, hein, de voir ce dernier plus bas
j'y arrive plus. Sur les 140. Donc ça peut être un support et puis une zone de stop loss intéressante si on décide d'acheter Trigano dès lundi. On aura 3-4%. Donc c'est la zone à pas casser, hein. On se maintient au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus de notre petit support ici. Peut-être attendre quelques jours encore, parce qu'on a le début quand même de reprise. Avec la baisse hein, des histos de la MACD, on est déjà revenu à 44 au niveau RSI. On n'est pas loin de confirmer le rebond. Donc peut-être attendre la confirmation début de semaine prochaine et puis acheter hein, sur... j'y arrive plus. Je suis fatigué. Acheter sur ces niveaux-là, hein, autour des 142, 150 peut-être, mais ça semble plutôt favorable hein, pour Trigano. Et puis si on a une congestion ici un peu plus moyen terme qui casse vers le haut, ça nous amènera vers les plus hauts historiques autour des 180. Et puis Veralia pour finir, bah, toujours favorable hein, sur Veralia. On est en train de tenir un peu cette zone-là des 36,3. On se maintient au-dessus de la moyenne à 200. On est en train d'accumuler gentiment sur Veralia. Donc l'objectif, il est toujours le même, hein, d'aller sur les 38,4, de les casser, puis de travailler cette zone-là entre les 38,4 et les 44. On a beaucoup de choses favorables avec les plus bas de plus en plus hauts qui ont été rachetés, hein, la cassure sur résultat, cassure de l'oblique RSI, on est à 62 et puis on continue d'augmenter hein, niveau RSI aussi. Donc tous les indicateurs sont plutôt favorables sur Veralia, donc c'est plutôt une valeur à acheter aussi maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous avez en portefeuille et les valeurs que vous voulez peut-être acheter prochainement. On en discutera ici. Bon trade, à plus.